Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Parlement, la toute première session ordinaire de la 10e législature s'est ouverte ce vendredi à l'Assemblée nationale. Session également ouverte au Sénat. Les plénières des chambres basses et hautes du Parlement étaient présidées par les doyennes d'âge. Ils sont tirés d'affaire les 2 premiers cas de coronavirus. Au Cameroun, les 2 premiers patients internés à l'hôpital central de Yaoundé sont guéris. Nous ferons le point dans ce journal. Halte au coronavirus, les mesures édictées par le Premier ministre sur instruction du chef de l'État devront être suivies des faits. Quelles actions concrètes sont menées sur le terrain? Réponse dans ce journal. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. En ouverture de ce journal, cette nouvelle triste, le Cameroun perd un grand homme, un patriarche, homme d'affaires et homme politique. Fotso Victor n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Paris, en France. L'opérateur économique connu et reconnu pour son œuvre immense s'est éteint. À l'âge de 94 ans, nous y reviendrons. La session ordinaire du mois de mars pour le compte de l'année législative en cours s'est ouverte ce vendredi à 11h au palais de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière présidée par la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Bédé. La doyenne d'âge invite les honorables députés par leur comportement à toujours mériter cette honorabilité précieuse pour leur propre image et pour celle de l'Assemblée nationale. Le reportage de Claristan. Après la vérification des cas d'incompatibilité et l'élection du bureau de la Chambre, à l'issue de la session de plein droit qui s'est refermée hier jeudi, tel que stipulé par la Constitution, l'Assemblée nationale s'est réunie ce jour en session ordinaire annuelle, la première de l'année législative en cours. L'article 16, alinéa 2A de la Constitution prévoit qu'au cours de cette première session de l'année législative, l'Assemblée nationale élise son président et son bureau. Pour rester conforme à la loi, il est impératif que dans les prochains jours, notre Chambre puisse élire à nouveau un bureau définitif et qu'il soit mis en place les différentes commissions générales. Les députés élus sont désormais de plein pied dans l'exercice de leurs fonctions, prêts à examiner des projets et des propositions de loi. Mieux qu'un devoir ou une mission, légiférer et contrôler l'action gouvernementale constitue l'essence même de l'existence d'un parlementaire, martèlera la doyenne d'âge. Un député qui s'abstient de légiférer ou de contrôler l'action du gouvernement se renie lui-même. Les élus du peuple sont désormais investis des immunités parlementaires, toutefois. Usez et jouissez de vos immunités, mais n'en abusez pas. Immunité ne saurait signifier impunité. Et c'est bien parti pour 30 jours de travaux au palais de l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont de retour à la Chambre haute du Parlement. La session ordinaire du mois de mars s'est ouverte ce jour au cours d'une cérémonie présidée par la doyenne d'âge Isabelle Tokpanou. En attendant l'élection du bureau définitif, l'ombre de la pandémie du coronavirus a plané sur l'événement de ce jour. Voici le reportage de Mathieu Kemgo. Dispositif d'accueil spécial au palais des congrès de Yaoundé face au coronavirus. Dès leur arrivée, les sénateurs sont tenus de subir les tests de température, se désinfecter les mains et se munir d'un gel désinfectant avant de regagner l'hémicycle. C'est pour notre intérêt. On respecte les mesures gouvernementales qui ont été prises. C'est pour notre intérêt. Je crois que nous devons nous soumettre à ces exercices-là. Ces mesures doivent être prises puisque nous sommes déjà au-delà de 50. C'est bienvenu, c'est ça. Et puis nous sommes à un âge assez vulnérable, donc il faut bien qu'elles soient bien appliquées. À l'hémicycle, les distances de sécurité sont respectées. Une mesure parmi tant d'autres qui suffirait à taire la polémique sur l'opportunité de la tenue de cette session en pleine crise sanitaire. D'aucuns diraient que pourquoi nous étions à plus de 50. Vous avez vu tout à l'heure, nous sommes à plus de 2 mètres. Assis les uns les autres séparés plus de 2 mètres. Vous savez également que le Sénat c'est une institution. Donc les missions constitutionnelles doivent également être appliquées. Le Sénat doit examiner un certain nombre de questions et de problèmes qui concernent même cette pandémie. Conformément au règlement intérieur du Sénat,
L'ouverture de cette première session de l'année législative 2020 était présidée par le bureau d'âge. À la place du doyen d'âge, Tif Victor Moukete, absent, la sénatrice Isabelle Tokpanou, assistée des 2 plus jeunes sénateurs, a demandé aux représentants des collectivités territoriales décentralisées de se conformer aux prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement relatives à la lutte contre le coronavirus. Elle a également salué les efforts du président de la République pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que le bon déroulement des dernières élections législatives et municipales, avant d'annoncer l'agenda le plus proche du Sénat, l'élection du bureau définitif. Parlons de la pandémie du coronavirus. Les derniers chiffres font état de 27 cas au Cameroun à ce jour. Mais la bonne nouvelle du jour vient de l'hôpital central de Yaoundé où il est annoncé la guérison des 2 premiers cas du Covid-19 après plus de 2 semaines de prise en charge. Ils ont été suivis par des spécialistes rompus à la tâche et dont la dextérité est à saluer. Irène Dianafouda. Le Cameroun crie victoire sur le coronavirus. Les 2 premiers cas de guérison des patients atteints du Covid-19 sont confirmés par le personnel soignant déployé au centre d'isolement et de traitement aménagé à l'hôpital central de Yaoundé. Il y en avait 3, donc c'est les 2 qui sont guéris, qui sont sortis. Actuellement, il reste un patient. Le traitement a duré 14 jours. C'était un traitement mis en place par un collège thérapeutique de médecins. Il s'agit d'un homme et d'une femme ayant subi avec succès les épreuves d'isolement et de traitement visant à éjecter le Covid-19 de leur organisme. Essai concluant, mais ces personnes restent soumises au strict respect des consignes du corps médical. Le protocole veut qu'après la sortie, il reste encore en quarantaine. 14 jours, on prélève encore à la recherche du coronavirus, éventuellement pour s'assurer que vraiment il n'y a aucun risque. Mais il continue à porter le masque jusqu'à ce que le dernier examen soit fait. L'hôpital central de Yaoundé fait partie des 3 formations sanitaires réservées aux malades du coronavirus. Sa capacité d'accueil lui permet aujourd'hui de recevoir de nouveaux cas. 2 de ces 3 patients recouvrent donc la santé, mais l'autre reste en observation. Le cas qui reste, c'est un cas qui est un peu particulier parce qu'il a 66 ans, il a de grosses comorbidités. Le coronavirus tombe donc sur ce terrain qui n'est pas fertile. Nous essayons de gérer au mieux. Le personnel soignant ne baisse pas la garde. L'histoire retiendra que c'est ce 20 mars 2020 que les tout premiers patients atteints du Covid-19 ont été soignés ici au centre d'isolement et de traitement des patients souffrant du coronavirus. Irène Dianafouda à l'hôpital de Yaoundé. C'est plutôt rassurant. De nouveaux cas de coronavirus ont été signalés ce vendredi par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi a annoncé un nombre total de dans notre pays. Hier encore, on en était à 16 cas. C'est dire si la courbe évolue de manière croissante avec un nombre de cas quotidiens en hausse. La vigilance est plus que jamais interpellée, tout comme le respect strict des mesures d'hygiène. Martine Wendengue. Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Le gouvernement ne cesse de le marteler. Le Cameroun a encore enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19 ce vendredi. Hélas, les populations ne semblent pas prendre la mesure de la gravité de cette pandémie. Pourtant, il suffit juste de respecter les règles d'hygiène de base et les mesures prescrites par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie. La première chose et la plus importante, c'est qu'il faut respecter les mesures de distanciation. Donc éviter d'être très proche ces jours-ci parce que le virus circule. La deuxième chose qui est vraie, c'est qu'il faut se mettre en quarantaine si on vient des pays qui sont touchés. Ou alors appeler directement le 1510 pour pouvoir recevoir tous les messages et toutes les informations nécessaires pour prévenir la maladie. La menace est réelle, la maladie est là, nul n'est à l'abri du Covid-19.
les complications que ce virus donne ne sont pas encore totalement connues jusque-là. Donc nous ne pouvons pas prendre le risque de dire que la peau noire protège contre le coronavirus. Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour éviter la propagation. Chacun doit pouvoir faire appel à son sens de responsabilité pour barrer la voie à cet ennemi qui se propage à la vitesse du vent. Le ministère de l'Enseignement supérieur doit relever les défis relatifs aux mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de s'adapter aux urgences et de promouvoir le téléenseignement dans l'ensemble des institutions universitaires nationales pour éviter une année blanche. La question était au centre d'une importante réunion présidée ce vendredi à Yaoundé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Philippe Roger Sama nous en dit davantage. La rencontre n'était ni plus ni moins qu'une réunion stratégique visant à définir la réponse du système camerounais de l'enseignement supérieur à la crise sanitaire actuelle et ses implications dans le secteur de l'éducation. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a présenté l'urgence d'une vision académique et managériale capable d'éviter aux étudiants la désolation d'une année blanche. C'est le lieu de faire valoir tout le potentiel dont nous disposons en matière de téléenseignement et de téléévaluation. Des initiatives fortes, heureuses, ont été, je le sais, engagées dans cette optique dans la plupart, sinon dans tous nos campus. Et pour réussir cette option spécifique d'organisation des enseignements et des évaluations, les chefs d'établissement d'enseignement supérieur ont été appelés à renforcer et à optimiser leurs approches de pédagogie numérique du travail personnel de l'étudiant, recommandé par le système LMD. Le travail fait par l'étudiant à la maison, dans le confinement, est bien pris en compte dans le processus d'enseignement et d'évaluation. L'occasion est donnée là à l'enseignement supérieur de faire des bonds vers l'université de 3e génération, instruite par le président de la République. Autre décision prise au cours de cette rencontre, le réaménagement du calendrier des examens et concours. Quant aux Jeux universitaires, ils sont renvoyés en 2021. Je reçois dans ce studio le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame le rédacteur en chef. Alors, ce vendredi, vous avez présidé une réunion stratégique en rapport avec la pandémie du coronavirus. Alors, cette réunion vient définitivement écarter le spectre d'une année académique blanche, c'est ça? Oui, nous le souhaitons vivement parce que nous estimons que nous avons une lourde responsabilité s'agissant de la formation du capital humain au niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons, de manière collégiale, de manière concertée, nous avons décidé de nous arrimer définitivement au numérique éducatif, c'est-à-dire au télé-enseignement, mais aussi à la télé-évaluation et aussi et même à la télé-recherche. C'est-à-dire nous allons vraiment consolider, renforcer cette option du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui veut que l'université de 3e génération soit une université totalement numérique. Dans un contexte de pandémie du coronavirus, c'est donc le téléenseignement qui sera privilégié. Comment cela va-t-il se passer concrètement, professeur? Alors concrètement, naturellement, les étudiants et les enseignants sont déjà arrimés dans toutes les universités d'État, dans tous les instituts supérieurs, instituts privés d'enseignement supérieur, et dans les établissements à régime spécial comme l'INGS, comme SUPTIC, comme l'École nationale supérieure des travaux publics, comme l'INAFI à Limbé, comme EMS également à Limbé, EMS African Institute of Mathematical Sciences, sont déjà arrimés au numérique éducatif. Les enseignants ont des supports numériques, des cours en ligne, et les étudiants ont également les outils numérisés qui leur permettent donc de pouvoir suivre en non présentiel, c'est-à-dire n'étant pas face à l'enseignant, qui leur permettent de suivre des cours. Nous avons également une université numérique panafricaine que nous avons inaugurée le 15 janvier 2020, qui fonctionne également de fort belle manière. Donc, les universités sont prêtes, publiques et privées. Monsieur le ministre, les universités sont peut-être prêtes, mais est-ce que les enseignants sont prêts? Quand on sait que parmi les enseignants, il y en a qui sont de la vieille école, qui ne sont pas totalement rompus à l'utilisation des TIC. Oui. Est-ce que des dispositions ont été prises pour former
les enseignants, tous les enseignants. Les dispositions sont prises. Pourquoi? Parce que cela fait belle lurette que le chef de l'État nous demande de nous arrimer au numérique éducatif. Vous savez d'ailleurs que le fameux don des 500 000 ordinateurs dont offert par le chef de l'État aux étudiants camerounais s'est accompagné de la construction par la partie chinoise de 10 centres de développement du numérique universitaire dans les 8 universités d'État, à l'université inter-État Congo Cameroun à Saint-Mélima, mais aussi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui doit piloter le réseau interuniversitaire numérique. Donc, ça fait depuis au moins 4 ou 5 ans que les universités sont à... Les préinscriptions se font désormais en ligne. Les préinscriptions se font désormais en ligne et la plupart des cours se font également en ligne. Bien sûr, il y a quelques enseignants qui traînent un peu les pieds, qui sont encore de la vieille école, mais globalement, la tendance est à la numérisation des enseignements. Et je crois qu'on dit souvent à quelque chose, malheur est bon, cette pandémie du Covid-19 va certainement accélérer le basculement total de l'enseignement supérieur, donc des universités publiques et privées, nationales et internationales, dans le système totalement numérique. Voilà le défi que nous devons relever parce que, je l'ai dit, nous devons éviter une année blanche. Nous avons une responsabilité historique au niveau des universités, c'est d'éviter une année blanche. Imaginez qu'un étudiant brillantissime qui aura passé son baccalauréat avec mention très bien, perd une année tout simplement parce que nous n'aurons pas pris les dispositions au niveau du téléenseignement, de la téléévaluation, de la télérecherche, pour que cet étudiant puisse continuer normalement ses enseignements. Donc, vous m'avez posé la question sur les enseignants. Oui, majoritairement, ils sont prêts. Et évidemment, les étudiants qui sont, comme vous le savez, Android, sont également prêts. Les étudiants sont en tout cas plus prêts que les enseignants. Je n'ai pas procédé Le téléenseignement, cela suppose une combinaison de facteurs. Cela suppose au moins que 3 choses, au moins, soient réunies, c'est-à-dire l'enseignant qui dispense le cours, l'apprenant qui reçoit les cours et puis le canal par lequel ces informations doivent passer. La connexion Internet est balbutiante. Elle a ses caprices, elle a ses limites. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cette connexion-là permette efficacement de transmettre le savoir? Oui, comme je vous l'ai dit, dans toutes les universités d'État et dans les instituts privés d'enseignement supérieur, ainsi que dans les autres établissements, des dispositions ont effectivement été prises pour que les 3 prérequis que vous venez d'énumérer soient validés. Et ils le sont effectivement. Et ils le seront davantage avec la mise en service imminente des 10 centres de développement du numérique éducatif qui sont déjà construits, qui sont visibles ici à Yaoundé 1, Yaoundé 2, à Tchanga, Oundéré, Bamenda, Boya, Saint-Mélima, Maroa, je n'ai pas oublié une université, Douala. Donc ces centres de développement sont prêts et incessamment ils seront mis en service. Donc, les dispositions sont effectivement prises. Oui, vous parlez de la connexion Internet. On m'a également signalé des facteurs limitants, comme parfois l'électricité qui s'en va, ainsi de suite. Mais nous sommes là pour trouver des solutions. Comme disait Saint-Exupéry, l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Nous avons un obstacle majeur, un obstacle historique. Et nous avons également une mission historique, c'est celle de relever ce défi, c'est celle de procéder dès à présent au basculement total des enseignements vers le numérique universitaire. Et la réunion que j'ai tenue, que j'ai présidée aujourd'hui, en présence de tous les hauts responsables de l'enseignement supérieur, avec tous les démembrements, a prouvé que les universités sont prêtes. Et les établissements à régime spécial également sont prêts. L'université inter-État Congo-Cameroun à Saint-Mélima est prête. L'université panafricaine, dont vous savez que Yaoundé abrite le siège de cette université panafricaine. Nous abritons également le pôle Afrique centrale de cette université panafricaine. Nous avons les infrastructures sont donc déjà au point. Bien sûr, les infrastructures sont au point. Maintenant, est-ce qu'il y a des modalités pour les supports numériques.
Les supports, oui. D'accord, les supports numériques sont également prêts, oui. Est-ce qu'il y a des modalités pour informer les étudiants? Est-ce qu'il y a un numéro vert sur les horaires, sur les programmes? Comment est-ce qu'ils seront informés concrètement? Alors, les recteurs, les vice-chancelleurs, les responsables de tous ces établissements ont reçu pour instruction, dès aujourd'hui, de commencer à informer. Il y a des plateformes numériques, comme vous le savez, qui existent, qui fonctionnent très bien. Il y a les numéros WhatsApp, il y a les téléphones Android. Je crois que tous les ingrédients, entre guillemets, sont là pour que cette opération d'envergure puisse effectivement démarrer. Et que, comme je le dis, il n'y ait pas une année blanche au niveau des universités publiques et privées, nationales et internationales, évidemment basées au Cameroun. C'est un défi, un challenge que nous devons absolument relever. Et nous le relèverons. Le Cameroun s'arrime ainsi au monde, au fonctionnement du monde en général. Oui, le Cameroun était déjà arrimé, parce que ce n'est pas aujourd'hui, n'est-ce pas, que je l'ai dit, que nous arrimons. Mais disons, cette fois-ci, il y a une accélération, une optimisation, un renforcement, une consolidation de cet arrimage au numérique éducatif. C'est une prescription, une haute prescription du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, répercutée par le Premier ministre, Dr Joseph Dion Ngouté, qui nous demande de nous arrimer. Et nous le faisons depuis 5 ou 6 ans déjà, mais cette fois-ci, le défi est titanesque. Et nous devons nous arrimer, nous devons gagner ce défi pour l'avenir de nos cadets sociaux, à savoir les étudiantes et les étudiants qui ne souhaiteraient pas, et les parents, bien entendu, qui ne souhaiteraient pas que l'année soit une année blanche. Nous avons cette mission historique, titanesque, et nous la relèverons. Monsieur le ministre, bravo pour ce saut qualitatif qui, nous espérons, ne sera pas un saut dans le vide. Je ne souhaite pas que ce soit un saut dans le vide. Encore que selon les physiciens, le vide n'existe pas. D'accord. Mais j'aimerais vous poser cette dernière question. Les cours sont suspendus. À quoi s'exposent les enseignants des établissements et grandes écoles qui persistent à faire venir les étudiants de manière informelle? Alors, les cours sont suspendus au niveau du présentiel. Mais les cours sont autorisés et même prescrits au niveau du non-présentiel, c'est-à-dire du téléenseignement. Nous parlons du présentiel, justement. Alors, non, ceux qui persistent à faire du présentiel. Mais les recteurs sont là pour mettre de l'ordre. Ils ont reçu des instructions pour mettre de l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de désobéissance et pour que les hautes prescriptions du chef de l'État, répercutées par le Premier ministre, chef du gouvernement, soient absolument respectées. Merci, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, d'être venu au 20h30. Merci, Madame le rédacteur en chef. Dans la suite du journal, des restrictions, les lieux de culte n'en font pas exception. La mesure interdit le rassemblement de plus de 50 personnes au même endroit. Les mosquées, pour la plupart, ont suspendu les grandes prières de groupe, tandis que l'Église catholique met un terme au chemin de croix. Les effets de cette décision se font déjà ressentir. Serge Atangana-Bissot. C'est une mauvaise surprise, un élément qui fait monter d'un cran l'angoisse face au virus Corona. On ne peut même plus prier. La mosquée a clos ses volets, le muezzin n'a pas chanté. À peine a-t-il un regard pour les fidèles désemparés devant le portail fermé. C'est vrai que le sous-préfet a préconisé que si la mosquée peut maîtriser un nombre de 50 personnes et moins, de pouvoir prier le vendredi, il n'y a pas de problème. Le choix s'est porté vers la suspension des prières de vendredi dans ces grandes mosquées qui font des rassemblements de plus de 2000 à 5000 fidèles par vendredi. L'église catholique en face, chapelle des Toudis, se réajuste. La même dimanche, un fidèle sera assis ici, un autre sera assis là, et il y aura un décalage devant. Ici, c'était 8000 fidèles hebdomadaires, mine de rien, qui justifiaient tout un poste de police. Nous avons multiplié le nombre des Eucharisties. C'est pour cette raison que le dimanche, par exemple, au lieu d'avoir 4 messes, nous sommes partis à 10 messes. La messe n'est pas valide parce qu'il y a un grand nombre. La messe est valide parce que le prêtre la célèbre. Que les fidèles sachent que la prière est recommandée. Lieu de culte fermé ou pas, le vide sidéral dans la mosquée ou dans la chapelle n'arrête pas la prière qui, elle, doit continuer. Allah ou Jéhovah,
On doit bien finir par le persuader de rentrer dans la danse. Bataille d'une humanité dépitée. Comme des bêtes traquées, ainsi doivent se sentir les croyants de Yaoundé. Le satané virus est parvenu à leur couper même la retraite spirituelle, partiellement dit-on. Les clochers ne sonnent plus, appel à la messe, le muezzin s'est tu dans les mosquées. Vivement qu'on en sorte, bon Dieu. Serge Atangana-Bissau pour la CR TV. À Ebolova, dans la région du Sud, autorités administratives et hommes d'église jouent leur partition pour mettre en pratique les mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la nouvelle pandémie mondiale qu'est le Covid-19. Entre réunions stratégiques et prières, ce sont des messages d'assurance qui sont diffusés. Flavien Zobo de CRTV Sud nous en dit plus. Au lendemain des mesures prises par le gouvernement pour éviter toute forme de propagation du coronavirus, la machine administrative de l'Anvila a été mise en mouvement autour du préfet. Au cours de la réunion de crise et d'appropriation des directives du Premier ministre, le numéro 1 de l'Anvila et ses collaborateurs ont égrené le chapelet des mesures édictées par la haute hiérarchie. Il était donc de bonne loi de convier à ses côtés l'ensemble des forces vives sur lesquelles il va s'appuyer pour mettre en pratique l'ensemble de ces instructions et nous concerter pour avoir une vue synergique. Les hommes d'église répondent également à l'appel. Nous demandons naturellement au peuple de Dieu de suivre toutes les mesures prises par l'État du Cameroun pour la protection des populations. Cette maladie de coronavirus concerne à tout le monde. Donc nous avons pris une mesure d'arrêter cette prière en communauté dans la mosquée à cause de ce décret gouvernemental jusqu'au nouvel ordre. Une batterie de mesures qui s'imposent et qui s'appliquent à tous sans discrimination d'âge au moment où l'ombre d'un virus coriace hante toujours les esprits. Il faut barrer la route au coronavirus et sur nos routes, les transports en commun, taxis, bus et autres moyens de transport sont tenus de respecter les mesures de limitation du nombre de passagers. Il faut éviter la surcharge. Beaucoup n'ont pas encore pris la mesure du risque, mais il y en a qui rassurent quant à l'application des prescriptions du gouvernement. Voici le reportage de Franck Evina. Un vendredi matin à Yaoundé, lieu dit Camer. On embarque pour la cité estudiantine de Soie. En temps normal, lorsque le campus est ouvert et que la caméra n'est pas là, c'est le cafouillage autour de vieux véhicules surchargés. Mais cette fois, tout semble avoir été mis en place pour faire bonne figure. C'est un cas de 22 places, mais on a réduit, ça porte maintenant 18 places, puis de surcharge, le convoi assis. Entre ce qui est déclaré et ce qui se vit loin des gares routières, décalage total. Quelques minutes à sillonner l'axe Semana Messassi et notre caméra capte ça. Le brinque-ballon véhicule clando chargé à tout casser, des taxis saturés à la cabine. C'est sans importance pour ces passagers goguenards, mais d'autres le dénoncent. Moi, je pense que c'est la santé, c'est pour les biens de tous les Camerounais. Mais comment le faire comprendre à ceux qui veulent gagner gros tous les jours? Nous sommes en train de perdre beaucoup. Parce que les assurances n'ont pas baissé, les taxes, rien ne baisse. Si le gouvernement pouvait ne serait-ce voir la situation des taxes, ça pouvait et puis nous alléger aussi la tâche. On a le personnel à payer, on a les pannes de véhicules, on a tout et tout et tout, on a beaucoup de charges. Est-ce que c'est la surcharge devant qui fait le problème? C'est ça la raison, puisque derrière on porte 3 passagers. Il peut tuer, te contaminer. Une chose est sûre, c'est qu'il arrive un jour où les récalcitrants finissent par tomber entre les mains des forces de l'ordre. Bonjour Hirachi. Dans les milieux culturels, ce n'est plus l'effervescence des jours ordinaires, des week-ends ordinaires. Les cabarets et autres lieux de détente enregistrent des chutes records de fréquentation. L'impact de la pandémie sur les activités culturelles du week-end. Un reportage que signe Daniel Menanga. Bon, comme je disais là, tu vas dire que tu prends le cabaret à 9h, tu vas venir voir. Et charge, même des employés qui sont au chômage. La détresse au bout du fil. Yvette partage avec une de ses congénères l'effet de la fermeture de sa taverne à 18h. C'est énorme. Déjà, les employés sont à la maison. C'est seulement le boss qui ressent celui que non. Les engagements, les crédits, les dettes. Là, on t'attend avec l'argent, les intérêts, les tontines. Carrefour Paquita, ici à Yaoundé, premier week-end en mode confinement. L'arrivée de chaque client, même au compte-gouttes, est une source d'espoir. Je travaille déjà le moral, sachant que ça ne va pas finir demain ou après-demain.
comme Dieu peut nous faire grâce. Titi Garage, au Québec, on réchauffe la scène. Il y a certains qui vivent au jour le jour. C'est vrai que c'est nécessaire, c'est très nécessaire pour la santé des Camerounais. Je ne sais pas ce que l'État prévoit pour ceux qui sont à la maison. La scène culturelle se prépare à vivre le pire. J'avais des dates en Italie et en Hollande, donc tout était annulé. Il faudra peut-être composer avec la pénombre. De là sortira peut-être une nouvelle couleur artistique. Sensibiliser au Covid-19, cela passe aussi par l'affichage public. Des messages et autres modes d'emploi sont transmis sur les affiches dans les points les plus fréquentés de la capitale Yaoundé. Un autre moyen de communication qu'a choisi le gouvernement pour toucher le plus grand nombre. Le reportage de Joël Igor Abanda. Sur des grandes affiches érigées dans les lieux publics et autres centres hospitaliers de la ville de Yaoundé, on peut aisément lire les messages qui indiquent comment prévenir le Covid-19. Cet autre support de communication choisi par le ministère de la Santé publique a pour principal objectif de permettre au grand public d'avoir toutes les informations nécessaires sur le coronavirus. Jusqu'à ce matin, nous avons encore identifié et pratiquement occupé 14 points dans la ville de Yaoundé. 14 grands points pour ce qui est simplement de la ville de Yaoundé. Nos équipes sont sur le terrain pour étendre l'affichage parce que c'est l'ensemble de la région qui doit être touchée. Partant de Aala échangeur jusqu'à ce moment Carrefour, Messa, école publique. Ces affichages véhiculent alors des messages qui ne passent pas inaperçus. Et bon nombre de riverains apprécient. On en a vu un peu partout dans la capitale. On nous apprend comment vivre avec des personnes ou se prévenir par rapport à la maladie. C'est important. Il y a d'autres personnes qui sont sous-informées. Et grâce à ces affiches, ils pensent qu'ils seront au courant de savoir ou comprendre comment vivre. Le ministère de la Santé publique promet alors d'intensifier au fil des jours cette campagne de sensibilisation, même dans l'arrière-pays. Autre volet de l'actualité, parlons du financement de l'économie camerounaise. Un décret du président de la République habilite le ministre des Finances à émettre des titres publics du Trésor pour le compte de l'exercice 2020 d'un montant maximum de 320 milliards de francs CFA. Ces titres sont destinés au financement des projets de développement inscrits dans la loi des finances de cette année. Lucrèce Modunjimba. Conformément à la loi du 24 décembre dernier portant loi des finances pour l'exercice 2020, le président de la République vient donc d'habiliter le ministre des Finances à émettre des titres publics d'un montant de 320 milliards de francs CFA. Ces fonds seront levés sur le marché monétaire de la Banque centrale et devraient permettre de financer les projets de développement inscrits dans la loi de finances de cette année. Ainsi, dans les prochains jours, un calendrier des émissions au titre du second trimestre sera rendu public par le ministre des Finances. Également attendu de la même source, les caractéristiques des titres à émettre, leur taux de rémunération, leur date d'adjudication, les garanties qui les entourent, mais surtout la liste des projets pour lesquels ces ressources seront mobilisées. La qualité de la signature de l'État du Cameroun permet d'être optimiste quant au succès de cette opération. Rappelons qu'en 2019, le chef de l'État avait habilité le ministre des Finances à émettre des obligations de trésor pour un montant maximal de 260 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances en a mobilisé 242 sur le marché monétaire de la Banque centrale. Un guichet agricole bientôt opérationnel à la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. Le projet vient d'être présenté à Yaoundé. C'était au cours de la signature d'un accord cadre entre Agnès Ndoumbe-Mandem, directeur général de cette banque, et Jean-Marie Louis Bagda, directeur général de l'Agence des petites et moyennes entreprises. Hawa Issa de CRTV Centre nous en dit plus. La mise en place du guichet agricole au sein de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises s'inscrit en droite ligne du programme Transfagri entendé transformation et conservation des produits agricoles et agroalimentaires. Et c'est l'Agence française de développement, l'AFD, qui sera le pourvoyeur de fonds dans le cadre du programme CD2 troisième génération. L'objectif premier est de mettre à la disposition de tous les acteurs des infrastructures matérielles et immatérielles, ainsi que des compétences permettant un plus grand accès aux services bancaires et financiers, agricoles et agroalimentaires.
Seules les petites et moyennes entreprises du secteur agricole et agroalimentaire œuvrant dans la transformation et la conservation pourront bénéficier des financements. Entre 2016 et 2019, nous avons accordé à peu près pour 600 millions de crédits aux PME. Alors, avec la création de ce guichet spécifique, nous allons certainement monter en capacité et dans notre business plan, on a retenu à peu près 5 filières de développement des céréales de base, le blé, le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le haricot, la filière piscicole également, la filière palmier à huile, la filière ananas et la filière avicole. Dans ce partenariat gagnant-gagnant, l'Agence des petites et moyennes entreprises sera chargée de la composante appui aux services non financiers aux entreprises. Nous avons une ligne pour l'amélioration de l'accès au financement des PME agricoles et agroalimentaires. C'est dans ce cadre qu'il y a un financement dédié pour accompagner la BCPME à offrir des services financiers adaptés aux PME agricoles et agroalimentaires. Ce guichet agricole est une véritable aubaine pour les PME agricoles et agroalimentaires, un levier de développement de l'agriculture de seconde génération, un vœu cher au chef de l'État. Pour traduire ce rêve en réalité, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises demeure un partenaire sûr, car depuis 5 ans, l'institution financière ne réinvente pas la banque, mais la rend plus humaine, comme le révèle son slogan. Emmanuel Ngiamba Lusiri a entamé ce vendredi le voyage pour l'éternité. La levée de corps de l'ancien directeur général de Camtel et ancien directeur général adjoint de la CRTV, décédé le 23 février dernier à l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence de quelques amis de la famille et d'une foule restreinte. Agnès Solanja-Bessolo. Un vendredi humide, un ciel sombre, l'hôpital général de Yaoundé fait grise mine. Autour de la dépouille d'Emmanuel Ngiamba Lusiri, quelques amis et parents proches du défunt venus lui rendre un dernier hommage. Certains ont côtoyé l'illustre disparu lorsqu'il occupait encore les fonctions de directeur général de la Camtel. Le 22 décembre 1999, il a procédé aux premières nominations de Camtel. Il m'a nommé comme sous-directeur de l'énergie à la direction des opérations techniques. C'est quelqu'un qui privilégiait beaucoup plus la compétence. Ses conseils auprès de ceux qui l'ont côtoyé comme directeur général adjoint de la CRTV, son aide, son appui à une communauté qui lui tenait à cœur, suscite aujourd'hui des témoignages éloquents. J'étais pendant 12 ans conseiller municipal à la commune de Lodov. Monsieur Ngiamba était notre maire. J'aime à vous dire que c'était quelqu'un de très affable. C'était, bref, un grand meneur d'hommes. Et c'était avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que nous avons travaillé ensemble à la mairie de Lodov. Ambiance tout aussi pesante à son domicile de Yaoundé à Essos. Bref escale avant le départ pour le village natal Bingambo par le Lodov dans l'océan où Emmanuel Ngiamba Lusiri sera inhumé ce samedi. Le Cameroun pleure l'un de ses dignes fils depuis cette soirée. L'homme d'affaires Fotso Victor s'en est allé selon nos sources. Son décès est survenu ce 20 mars à Paris, en France. Industriel et homme politique, Fotso Victor laisse à la postérité l'image d'un bâtisseur qui a su se hisser au sommet de la hiérarchie des affaires au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale. Évocation avec Séverin Alégambélé. Jusqu'au dernier moment de sa vie, Fotso Victor est resté égal à lui-même, un créateur de richesse. Ici, on le voit en compagnie du ministre de la Décentralisation et du Développement local. Tout au début de cette année, à Banjoun, à la cérémonie de rétrocession de l'hôtel de ville à l'État. Un ouvrage voulu et réalisé par lui-même. Un ouvrage comme bien d'autres qui porte la marque d'un homme d'affaires ouvert, toujours prêt à partager. L'office de Banjoun, né en 1926, n'a pas fait de grandes études pour entrer dans le cercle fermé et très sélectif des hommes d'affaires prospères dans la sous-région, avec au bout du compte un empire industriel comprenant des îlots tels Safka, une unité de production de cahiers, Pilcam et bien d'autres.
Politiquement, Fotso Victor est très marqué. Membre influent de la grande famille du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il a connu tous les combats du retour au pluralisme politique dans les années 90. Élu de sa localité, il a conduit l'exécutif communal de Banjoun pendant de nombreuses années. C'est donc un homme pluriel qui s'en va, laissant derrière lui l'image d'un grand bâtisseur. Nouvelle triste qui referme ce journal. Avant de vous quitter, ce rendez-vous que je vous recommande particulièrement ce soir à 22h sur cette antenne, Urgence climatique, le premier numéro d'une série dédiée aux effets néfastes des changements climatiques sur notre vie. Ce soir, Madeleine Sopikoto et ses invités échangent sur les effets du climat sur les ressources hydriques et hydraulique au Cameroun. Ce sera juste après la propagande électorale. Fin du 20h30, journal préparé avec la collaboration de Elvire Ninangalim, Alex Kokola, Evina et Mariam Mazou, Karine Evina et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne, ce sera à minuit. Georges Marcel Messila et Gilbert Onguené seront des vôtres. L'info continue sur CRTV News. Le sport et le divertissement, c'est sur CRTV Sport. L'info tout court, c'est CRTV Web. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.